Bonjour et bienvenue sur HRmakers en direct de Uspring, notre événement consacré aux acteurs de la formation. Alors que le monde connaît des tensions géopolitiques croissantes et des débats identitaires intenses, l'intelligence interculturelle est devenue un enjeu incontournable. Alors comment les directions learning peuvent-elles faire de cette diversité un levier d'innovation et de performance ? Je suis ravie d'être entourée de Régis Mulot, Executive Vice President Chief Human Resource Officer chez Ipsen. Bonjour Régis. Agnès Raymond, Chief Learning Officer VP Learning de Seven Speaking. Bonjour. Thibaut Issindou, cofondateur de GapsMove. Bonjour. Et Hector Daniel Hernandez, responsable opération et projet talent et culture chez Thales. Bonjour. Bonjour à tous. Thibaut, je m'adresse d'abord à vous. Comment abordez-vous ces enjeux d'interculturalité en entreprise chez GapsMove ? Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis ravi que le sujet soit mis en lumière par Uspring cette année parce que c'est souvent une soft skills qui est peut-être mise de côté parfois pour beaucoup de rencontres, alors que l'interculturel est partout. On va parler là d'interculturel dans le sens la culture des drapeaux, culture nationale, mais il y a plein de cultures dans l'entreprise qui se rencontrent, qui s'entrechoquent parfois. Il y a la culture des métiers. On est aujourd'hui une communauté RH, on a un jargon en commun, on a des habitudes en commun. Il y a des cultures d'entreprise aussi, et bien souvent ces cultures d'entreprise ont une perception différente en fonction de sa propre culture. Quand on parle d'innovation, quand on parle de leadership, d'entrepreneuriat, ces cultures ne sont pas perçues de la même manière en fonction de notre culture d'appartenance. Et quand je dis que l'interculturel est partout, il est dans l'entreprise, il est dans la politique aussi, faire une petite transgression, mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe entre un Poutine qui a une vision du monde à long terme et qui a une vision à 30 ans et un Trump qui veut arrêter une guerre en 48 heures, c'est une planification, une vision du monde qui est différente. Donc on le retrouve dans l'entreprise, on le retrouve évidemment dans le monde qui nous entoure. Donc je suis ravi que l'interculturel soit un vrai sujet. Et donc nous, on accompagne les entreprises comme Thales et bien d'autres à développer les compétences de leurs collaborateurs pour des équipes plus efficaces, plus collaboratives. Et de quelles compétences parle-t-on dans ce cadre ? Alors dans l'interculturel, c'est comment se comprendre soi-même déjà. On a tous des biais de par notre éducation, notre culture d'appartenance, nos valeurs, notre religion. Et ces biais font qu'on interagit de manière différente lors de présentations, de réunions, de négociations. Et en fait, GapsMove, on accompagne sur le décodage des comportements culturels de plus de 80 pays via une application qui s'appelle le décodeur de culture notamment, qui est déployée chez Thales, mais via aussi du coaching one-to-one collectif qui permet aux équipes de travailler mieux ensemble pour être plus dans l'opérationnel et plus efficace. Agnès, en quoi l'apprentissage des langues tient une place évidente et centrale pour garantir une communication interculturelle qui soit de qualité ? Déjà, si on parle la même langue, on se comprend mieux. Ça paraît un peu une lapalissade, mais c'est déjà un gros gap quand on veut travailler avec des collègues que de ne pas avoir la même langue. Alors, soit on se retrouve sur une langue internationale comme l'anglais, ce qui est le cas dans de nombreux grands groupes, soit aussi on choisit de faire l'effort en fait, d'apprendre au moins quelques mots, de démarrer la langue de son interlocuteur. Et je vais aller, quand je vais à la rencontre de mes collègues, pouvoir leur dire à minima bonjour et pouvoir demander quelques nouvelles, savoir répondre merci, des choses qui peuvent paraître toutes simples mais qui montrent déjà une attention à l'autre. Et on va, grâce à cette première approche de langue, mieux se comprendre. Et puis aussi peut-être être plus conscient des différences qu'on peut avoir parce que déjà quand on n'a pas les mots, on a déjà une première prise de conscience des différences qu'il peut y avoir dans le fonctionnement, la culture. Et donc c'est une première étape que de franchir ces mots et ces expressions. Et ça va permettre d'ouvrir les étapes suivantes qui vont être de travailler ensemble, de se mettre d'accord sur l'heure de début d'une réunion. Si vous travaillez avec certains pays, c'est relatif. D'autres, c'est extrêmement strict. Donc ça peut être des choses qui, une fois qu'on a passé la première barrière de la langue, on a plus conscience de ces différences-là et on les surmonte mieux. Oui, et tout ce qui est communication informelle autour de l'humour, de toutes ces choses-là, c'est une autre étape. Mais il vaut mieux maîtriser la langue pour pouvoir comprendre l'humour. C'est vrai que essayer de faire une blague dans une langue qu'on ne maîtrise pas, oui. On a de gros risques de tomber à plat, mais on a aussi de gros risques de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer autour de vous. Et alors ça peut être sur le ton de l'humour, et j'ai envie de dire si c'est à la machine à café, c'est pas grave. Oui. Ça peut être sur le ton de la négo, et si on est en train de discuter avec ses collègues, avec son manager, avec ses clients, ça peut devenir beaucoup plus compliqué.
Donc là, le fait de maîtriser la langue, mais aussi la culture, ça va vraiment être un atout à la fois immédiat, mais aussi le jour où votre entreprise est rachetée, le jour où vous rachetez une entreprise avec une autre culture, parce que vous êtes prêt à affronter ces nouveaux défis. Régis, comment les directions learning peuvent-elles devenir de véritables partenaires stratégiques pour répondre à ces défis de l'interculturalité ? Je pense que la première chose que les directions learning doivent faire avant de créer des programmes, c'est déjà de s'aligner avec la stratégie de l'entreprise et la culture d'entreprise. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs cultures, mais je pense qu'une des choses principales, quand on parle d'interculturel, c'est interculturel des différences qui vont ensemble construire quelque chose. Donc je pense que c'est la chose la plus importante. Je commencerai par là dans une direction learning. Après, la deuxième chose, de nouveau, avant de parler de programme, alors je sais c'est différent d'une société à l'autre, mais par exemple, moi, chez Ipsen, le learning est intégré dans ce qu'on appelle le groupe talent, et on y retrouve le recrutement, le learning, le talent development, mais aussi la culture, le D&I, et toutes ces fonctions, toutes ces expertises sont regroupées ensemble. Et je trouve que c'est hyper important parce que d'un seul coup, le learning est avec je dirais, ses petits copains et ses amis et peut influencer et être influencé pour construire des programmes. Alors après, les interventions, oui, il y a les formations classiques. On a des exemples autour de la table, que ce soit sur les langues, mais pas que sur les langues, sur toute la partie culturelle. Ça peut être du onboarding, accompagner des nouveaux managers que ce soit des nouveaux managers qui partent sur peut-être un job international ou qui deviennent juste de nouveaux managers. Ça peut être aussi des interventions de conseillers, de consultants, justement en interculturel dans l'entreprise. Et je pense que toute la partie mentoring aussi joue un rôle très important. Donc pour moi, ça fait partie des programmes qui peuvent être mis en place à une direction learning. Et je pense qu'on va y revenir. Tout ça, il va falloir quand même qu'on définisse qu'est-ce qu'on entend par interculturel, quelles sont ces compétences interculturelles qu'on veut développer. Et après, on pourra y revenir. On va y revenir. Hector Daniel, comment envisagez-vous cette question chez Thales ? Pardon ? Comment envisagez-vous cette question de l'interculturel chez Thales ? En fait, pour vous donner un contexte, voilà un petit peu de l'histoire de cette initiative. Nous avons commencé il y a 2 ans et demi uniquement de manière ponctuelle pour la résolution d'un conflit entre 2 personnes. C'était un conflit d'un contexte interculturel. Et voilà, c'était au sein de la fonction de l'ingénierie, que c'est une population avec un caractère, avec une mentalité très particulière aussi. Et nous nous sommes rendus compte que là, on avait un cas, si je le vois dans le contexte de l'ingénierie, on avait un cas binaire de 2 personnes de différentes cultures. On a précisé, on a dit, voilà, il faudra adresser cette situation, mais après on a dit, il ne s'agit pas d'une situation linéaire de 2 points binaires. Nous sommes en train de regarder une situation plutôt quantique, de chaos. On a plusieurs points de connexion, c'est-à-dire, et pour m'expliquer, on peut avoir une équipe qui se compose de différentes personnes à UK et une équipe d'une autre discipline de l'ingénierie en Inde qui ont besoin de travailler ensemble. Et après ça, on s'est rendu compte que parfois on a des équipes multiculturelles qui travaillent ensemble pour donner des solutions à des équipes qui sont situées, localisées et habituées à travailler dans une culture différente, dans un autre endroit de la planète. Donc on s'est rendu compte que c'est une diversité des interactions. Et c'est là où nous avons pensé comment est-ce qu'on peut améliorer, gérer les conflits, parce qu'on ne peut pas éviter les conflits dans les solutions de l'ingénierie, il nous faut les conflits. Aux ingénieurs, c'est les conflits qui produisent les solutions. Comment est-ce qu'on va gérer ce conflit pour arriver à trouver une solution dans l'ingénierie? Et c'est là que nous sommes dit, voilà, on va aller dans différentes couches, que c'est les couches digitales, pour pouvoir couvrir une population importante, parce que nous sommes 35 000 employés dans l'ingénierie. Et du coup, voilà, l'autre couche, c'était des coaching individuel, coaching en groupe, et aussi des ateliers spécifiques comme team building pour des situations particulières, des projets critiques aussi. Donc nous sommes en train d'essayer de s'adapter à des différentes situations, mais en même temps, nous voulons donner une introduction à tout le monde de l'interculturalité au sein de la boîte.
Merci. Et juste, vous le mentionnez, est-ce qu'on peut revenir sur les compétences justement qui sont nécessaires quand on parle de ces enjeux d'interculturalité? Ces compétences, en fait, moi je trouve que c'est des compétences, ça se recoupe avec les compétences de leadership. Quand on parle de inclusive leadership, au final, ce sont ces compétences qu'on a besoin pour faire l'interculturel. Donc, pour moi, je vais mettre en avant l'adaptabilité, adaptabilité et flexibilité. Il va y avoir tout ce qui touche la collaboration et la confiance, qui va être super important, l'écoute et la curiosité qui va aussi aller, je pense, dans le sens de l'innovation et de ce que nos collègues de Thales font. Donc ces 5 compétences pour moi, bien entendu, à côté de ça, il y a la communication, il y a tous ces éléments-là. Mais au final, je pense que c'est ces compétences de leadership qui sont peut-être les plus importantes à développer. Et si on les développe bien et qu'on y ajoute en effet des programmes plutôt sur presque des hard skills comme les langues et ce genre de choses, je crois qu'on est sur la bonne voie. Thibaut, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous observez dans les entreprises que vous accompagnez justement sur ces compétences clés et les moyens de les accompagner, de les développer? Il y a des bonnes pratiques et des bons timings. C'est pas rare qu'on intervienne lorsque l'incendie est là et qu'on intervienne en pompier, donc après coup. Les bonnes pratiques, c'est de prévenir plutôt que guérir. Je vais donner le cas d'un autre client qui s'appelle la Française des Jeux, qui fait parler d'eux parce qu'ils ont fait l'achat d'un groupe suédois pour devenir un groupe européen du jeu. Avant même l'annonce de l'achat, ils ont décidé de former des équipes au sujet interculturel pour prévenir les éventuels écueils de la collaboration entre le siège français et les équipes suédoises. Ça, c'est une super bonne pratique de pouvoir anticiper ces besoins-là. La deuxième, c'est de pouvoir rendre accessible ce genre de thématique au plus grand nombre. Bien souvent, ça a été chasse gardée des expats ou des top exécutives. Aujourd'hui, on a des solutions comme celles qu'on propose chez Gaslouf qui permettent de former un plus grand nombre à des coûts maîtrisés et de fait de sensibiliser toute l'entreprise et pas seulement les rôles clés, parce que l'international, c'est l'histoire de l'entreprise et il faut mettre tout le monde en marche. Donc voilà, pouvoir inclure un maximum, prévenir plutôt que guérir, ça serait deux bonnes pratiques. Et justement, quand vous parlez d'inclure au maximum et de former le plus grand nombre, quelles sont les modalités d'apprentissage que vous mettez en place? C'est là où le digital permet de former au plus grand nombre. C'est que nous, on a une plateforme qui s'appelle le décodeur de culture qui permet de se connecter au LMS de nos clients et de pouvoir former 15, 20 000, 33 000 collaborateurs chez Thales qui sont répartis dans le monde entier. Ces personnes-là qui n'avaient pas forcément accès à la formation en salle pour des questions évidentes de logistique et de budget, ces personnes-là maintenant ont un accès à ce type de formation via une solution digitale qui est personnalisée autour de leur profil. On a un assessment qui permet, c'est le point d'entrée, de pouvoir évaluer ses propres biais culturels et de pouvoir se comparer avec les pays avec lesquels on travaille. Merci. Agnès, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'approche de Seven Speaking et en fonction des enjeux de vos clients? Est-ce qu'il y a des types de langues qui sont particulièrement demandées? Est-ce que ça reste l'anglais qui est majoritaire? Je vais rejoindre ce que disait Thibaut, c'est prévenir, c'est commencer à apprendre une langue avant d'en avoir besoin. Ça prend un peu de temps, notamment si on veut la maîtriser au quotidien et donc anticiper là-dessus. Ça rejoint le besoin d'adaptation. Maîtriser une autre langue, c'est faire preuve d'adaptation en fait. C'est vraiment... ça développe toutes ces capacités de trouver le juste mot, ça développe l'écoute, parce que quand on commence, on est obligé d'écouter extrêmement attentivement son interlocuteur. Et donc ça va... finalement, c'est un peu comme un muscle, on faisait l'analogie, c'est-à-dire que si on commence à écouter son interlocuteur dans une autre langue attentivement, on développe cette capacité d'attention. Et puis, ce qu'on propose de manière plus spécifique pour des besoins clients, c'est de mettre tout le monde dans la même salle. Alors nous, on fait du cours à distance, mais on peut réunir des collaborateurs de différents services, de différents pays, souvent autour de l'anglais. Et donc là, l'idée, c'est de les faire travailler ensemble, évidemment la langue, mais c'est presque un prétexte, le fait de travailler la langue. Ils vont apprendre à communiquer entre eux. Je reviens sur l'exemple de est-ce que ça démarre pile poil à l'heure ou est-ce qu'il y a un peu de battement. Là, typiquement, on va recréer des conditions et nous, on est un environnement neutre, on est un environnement de formation et donc le formateur va pouvoir reprendre ces sujets-là en disant voilà, vous êtes attendu exactement à l'heure ou il y a 5 minutes de chit-chat, ce qui est intéressant aussi quand on apprend une langue. Et donc ces éléments-là, en termes de modalités, le fait d'être à distance, ça permet de réunir tous les continents. Alors il y a toujours les fuseaux horaires qui nous embêtent, mais une fois qu'on a dit ça, on arrive à se retrouver autour de thèmes communs et puis de parler aussi de la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire le lien aussi entre la langue et donc les différences linguistiques, mais aussi les différences de fonctionnement de site. On parlait justement d'acquisition, c'est un cas particulier où ça peut être extrêmement précieux.
Régis, est-ce que vous pourriez nous partager un exemple concret où le développement de compétences interculturelles a fait la différence, a transformé un défi en avantage compétitif? En fait, je vais rebondir sur ce qu'Agnès vient de dire en parlant d'acquisition. J'ai un exemple auquel je peux penser. Il y a 4-5 ans, à Ipsen, on a racheté une biotech à Boston. Et donc il y avait un transfert de technologie qui était nécessaire entre l'usine américaine et l'usine du sud de la France. Alors, premier problème, la langue, ça c'est clair. Donc il a fallu, bien entendu, investir énormément. Il n'y avait pas toujours eu de l'anticipation, on va dire, des deux côtés. Mais l'interculturel, là, par contre, on est passé par des ateliers en présentiel, où il y a un moment, il a fallu vraiment mettre les ingénieurs des deux côtés, les Américains et les Français. Et en plus, c'était deux structures où dans l'usine américaine, il y avait des Américains, et dans l'usine française, il y avait des Français. Donc en plus, ils n'étaient pas habitués tellement à l'interculturel. Et par contre, les faire travailler ensemble, ça a permis de définir le cadre de travail pour ce projet spécifique. C'est ce que tu dis, ok, on va commencer à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire de commencer à l'heure? Est-ce qu'on commence par le PowerPoint avec le résultat et la conclusion, ou on le fait à la française? Et ça a fait une différence. Maintenant, la seule chose que je regrette, c'est qu'on ne l'a pas fait assez tôt. On a attendu. Alors peut-être que ça n'aurait pas fonctionné si on l'avait fait immédiatement, parce que les gens n'étaient peut-être pas automatiquement en attente, ou ils n'avaient peut-être pas ce besoin. Mais on l'a fait, je pense, environ 6 mois après l'acquisition, où on devait commencer à réfléchir. Un transfert de technologie en pharma, ça prend des années. Donc c'est pas quelque chose qui se fait sur une semaine ou 2 semaines, mais on aurait sûrement dû le faire un petit peu plus tôt. Mais je voulais donner juste un autre exemple, justement très différent, parce que là, on a parlé de différences culturelles, de langue ou de pays. Dans une vie précédente, j'étais basé aux États-Unis, je travaillais dans une entreprise de retail, et on a racheté beaucoup de small startups en e-commerce. Et là, la culture, c'était pas une histoire d'être américain ou européen, etc. C'était une culture de retail versus une culture de e-commerce. Et ben, en fait, on a fait appel. Alors, on l'appelait pas de l'interculturel à l'époque, mais en fait, c'était exactement la même dynamique. Et de nouveau, même principe, créer une nouvelle culture, créer une culture commune, et après, on comprend nos écarts, comme tu le disais tout à l'heure. Hector Daniel, est-ce que également vous voulez revenir sur des bonnes pratiques chez Thales, des formations, je vais y arriver, pardon, et des accompagnements sur ces enjeux d'interculturel qui ont permis de faire la différence? Oui, voilà, surtout dans la partie interculturelle, nous avons identifié deux éléments très importants. C'est la reconnaissance qui s'est interprétée de différentes manières. Et dans un monde d'ingénieurs, on interprète la reconnaissance, c'est une reconnaissance d'expertise des connaissances. Il y a une hiérarchie, la reconnaissance et la hiérarchie dans chaque société et dans chaque métier aussi, de différents styles. On va dire, il y a la reconnaissance hiérarchique de l'expertise, que par exemple on a en France avec les grandes écoles, etc., on a aussi. Et on a aussi la reconnaissance des champs de spécialité. Je m'explique. Si on a, je ne peux pas donner des éléments réels, voilà, pour la confidentialité. Mais par exemple, si on a un projet de cybersécurité entre UK, la France et l'Inde, que c'est un projet de cybersécurité pour couvrir une armée tripartite, on va se focaliser sur les compétences de chaque nation, c'est-à-dire pour l'Inde, ça serait une évolution constante des menaces de cybersécurité, des cybermenaces. Ça ramène à des systèmes plus adaptés, plus mobiles, plus évolutifs, plus rapides. Du côté du UK, ça pourrait être la suivi d'un protocole strict de protection de cybersécurité, un protocole technique déjà établi. Et pour la France, par exemple, ça pourrait être la partie de la souveraineté, de s'assurer que tous les systèmes soient souverains, avec une couverture souveraine, avec un impact souverain aussi. Donc on a une situation tripartite, on a 3 différents types de notions et 3 différents types de priorités et de connaissances aussi par rapport à l'environnement mondial. Régis, vous le mentionnez un peu, le sujet de l'impact et de la mesure d'impact. On parle de compétences qui, par définition, soft skills, c'est difficile à mesurer. Est-ce que vous avez trouvé des outils d'évaluation et de suivi qui soient adaptés? Là, vous me parlez d'un projet où ça a fait la différence. Mais alors, à part des projets très spécifiques, oui, où là, on peut voir comment les équipes travaillent ensemble,
Je dois avouer qu'on n'a pas automatiquement trouvé la mesure parfaite. C'est vrai Qui est qu'à pas évident travers, sur cet, à travers aspect. les engagement surveys, à travers les enquêtes d'opinion des salariés que l'on fait tous les ans, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre de questions qui sont plus liées aux compétences. Ce n'est pas des questions sur l'interculturel, mais indirectement, on va poser des questions autour de ce concept de collaboration, de curiosité, de diversité, d'inclusion. On vient un petit peu quand même à la fin, tout ça c'est de l'inclusion. Donc, et je pense que ce soit Thales ou Ipsen, des entreprises où on fait appel à des salariés qui viennent du monde entier avec des différences culturelles, différences religieuses, etc., etc. Et ça, on le mesure. Donc indirectement, je pense qu'on le mesure à travers ça. On le mesure aussi dans notre marque employeur. Au final, on le voit dans la marque employeur. Où, nous, il y a une chose que l'on a faite. Alors, c'est pas une mesure, mais quelque part, c'est une mesure pour que ça marche, pour que ça fonctionne mieux. On a décidé, il y a 8-9 ans, d'éclater le siège social de l'entreprise sur 3 pays. Donc le siège social, on est une entreprise française, mais le siège social est entre Paris, Boston et Londres. Et résultat des courses, déjà par nature, vous avez pas mal d'Américains, de Français et d'Anglais. Après, vous rajoutez peut-être 50, 60 nationalités à droite et à gauche. Mais le fait déjà, même physiquement, de créer un petit peu ces différences culturelles, ça marche mieux. Mais pour répondre à votre question, à part les engagement surveys qui nous permettent quand même de pas mal mesurer l'impact de l'interculturel, et les évaluations personnelles, je dirais, non, c'est pas la solution magique. Non, mais sur ces compétences-là, ça paraît délicat de mesurer. Thibaut, peut-être une dernière question. Vous mentionnez l'exemple de la Française des Jeux. Qui a anticipé, qui est vraiment intervenu en amont? Est-ce que vos clients vous sollicitent sur le temps long pour s'assurer que vos accompagnements soient ancrés, que ça prenne le temps de faire évoluer les postures et les compétences? Par nature, les soft skills, on est dans le temps long. Développer des capacités d'écoute, de curiosité, c'est des compétences qui se travaillent sur le temps long. Et donc oui, on travaille sur le temps long avec nos clients. Ceci dit, on a quand même une approche nous, qui est très opérationnelle, très pratico-pratique et en micro-learning. Donc ça veut dire que sur le temps court, on arrive à apporter des solutions à des réponses concrètes. Je dois mener une réunion avec une équipe multiculturelle, je dois mener une négociation. Ces compétences qu'on mettrait des années à acquérir pour comprendre une culture ou une autre, finalement on arrive à donner des codes pour avoir rapidement des réflexes. Donc oui, c'est sur le temps long dans l'accompagnement parce que c'est des compétences douces qui mettent du temps, mais malgré tout les entreprises ont besoin d'aller vite et nous on leur fait gagner du temps en leur apportant du contenu opérationnel, business oriented. Agnès, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être à ce sujet? Eh ben, je vais avoir la même réflexion que Thibaut, c'est-à-dire qu'on va proposer évidemment de travailler le temps long et d'acquérir un socle de compétences et ça va prendre du temps. Et parler couramment une langue, ça prend du temps. Bien sûr. Par contre, pouvoir avec son formateur préparer la présentation qu'on va faire la semaine prochaine dans la langue qu'on doit maîtriser et pouvoir la répéter à blanc dans un environnement sûr, sous confidentialité, ça fait gagner un temps fou. Et ça permet d'être plus impactant, ça permet d'être plus confiant. Et donc aussi, même s'il y a une petite chose où on se dit « oulala, mon formateur, s'il était là, me disputerait », pour vos interlocuteurs, ils savent que vous n'êtes pas natif de la langue. Donc eux, ils s'en fichent de cet aspect-là, ils se fichent de cette petite erreur grammaticale. Et par contre, vous avez préparé, vous avez développé cette compétence de confiance, de maîtrise et de prise de parole. Et donc ça va être apporter tout de suite le vocabulaire métier. On évoquait les métiers et la cybersécurité par exemple, c'est du vocabulaire hyper spécifique. Et donc ça, le retrouver à un endroit, pouvoir travailler sa langue avec le vocabulaire dont je vais avoir besoin demain matin, c'est pareil, ça fait gagner un temps fou. On a des définitions qui ont été faites avec nos clients qui correspondent à leur contexte métier. Et donc là aussi, on va à la fois avoir un accélérateur et puis travailler le temps long pour que ce soit bien ancré chez le collaborateur. Merci à tous. Quand on parle de formation, c'est difficile de passer à côté de ces enjeux d'interculturalité. Merci pour vos éclairages. Merci. Et à très bientôt sur Be Smart for Change.